Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oui. Super. Aujourd'hui, j'ai le plaisir. Donc, je suis Anne-Claire Marquet, je suis directrice générale du SPIL et je m'occupe également de J'aime l'info, qui est une association qui soutient le pluralisme de la presse en permettant à des éditeurs de presse d'ouvrir des collectes qui ouvrent à défiscalisation, dont les dons ouvrent à défiscalisation pour les donateurs. Et nous constatons un engouement de plus en plus important pour ce mode de financement au sein des médias. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir donc Carole, Carole Rouault, qui est responsable du développement et des partenariats chez Politis. Lou Espargilière, qui est cofondateur et rédacteur en chef de Vert. Et Joe, fondateur de Street Press, pour en discuter avec nous aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord de faire un petit tour de table pour présenter rapidement vos médias et pourquoi est-ce que vous avez opté pour ce mode de financement. Qui veut commencer ? Allez. Enchanté, je m'appelle Joe Weiss, je suis le fondateur d'un média en ligne qui s'appelle Street Press. Street Press, c'est un média qui a 15 ans, qui va fêter ses 15 ans là au mois de décembre. C'est un journal qui s'est construit de manière assez artisanale. Au début, on était 3, on se réunissait dans une cabine téléphonique. Aujourd'hui, on est une vingtaine de salariés. C'est un journal qui s'est construit petit à petit, donc sans gros investisseurs ou sans banques qui pouvaient nous prêter de l'argent. Et qui est aujourd'hui un média qui a en contact 6 à 7 millions d'internautes chaque mois. Pour présenter la ligne éditoriale, c'est un média qui est engagé sur des thématiques de gauche et qui s'adresse à une audience qui a moins de 35 ans pour les 3/4 de nos lectrices et nos lecteurs. Et du coup, notre modèle économique, on l'a construit au fur et à mesure de ces 15 ans. Ce qui est important d'expliquer, c'est que depuis 2019, on a expliqué à nos lecteurs qui nous consultent en accès libre depuis nos débuts qu'on allait bien sûr rester un média en accès libre parce qu'on pense que, notamment pour nos lecteurs qui sont issus de milieux défavorisés ou qui vivent qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus, on pense qu'ils ont droit à une information de qualité. Alors une information populaire dans le sens où on ne va pas employer forcément les mots les plus compliqués de la Terre dans chaque article ou dans chaque vidéo, mais on veut que nos contenus soient en accès libre et on pense que dans la bataille culturelle actuelle, pour nous en tant que médias, il faut que des infos de qualité, des infos qui ne sont pas des fake news, des infos où des enquêteurs ont bossé pendant des semaines et des mois, et elles puissent toucher le public sans qu'il y ait un paywall qui est la contrainte de l'abonnement. Et on pense que c'est important que nos contenus soient en accès libre. Mais du coup, depuis 2019, on a expliqué aux lecteurs qu'il fallait qu'ils nous financent et qu'ils faisaient partie de notre modèle économique. Donc ce qu'on a construit, c'est un modèle en accès libre et à prix libre. Le principe depuis 2019, n'importe qui a accès à nos contenus en permanence du 1er janvier au 31 décembre, sans avoir à sortir sa carte bleue ou envoyer un chèque. Mais les gens peuvent nous financer à prix libre, au chapeau finalement, puisque c'est des gens qui décident quand ils ont lu un article, quand ils ont lu plein d'articles, s'ils veulent nous financer ou pas. Pour démarrer, on l'a fait au travers de campagnes, de temps dans l'année, où on explique aux lecteurs ou aux lectrices que voilà, le modèle économique repose sur le financement des lecteurs selon leurs moyens. S'ils ont de l'argent, ils peuvent nous financer beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils nous financent un petit peu. Ils n'en ont pas, ils ne nous financent pas du tout. Depuis cette année, on a expliqué aux lecteurs qu'ils peuvent nous financer pas que de manière ponctuelle, mais de manière récurrente. Et donc, pour le faire, on a créé un club où du coup les lectrices et les lecteurs, en plus de s'ils font un don récurrent, mensuel ou annuel, ils vont pouvoir rejoindre un club et donc accéder à des bénéfices en plus qui sont réservés là pour le coup aux membres du club mais qui ne sont pas la lecture et la consultation des articles. C'est comme ça qu'on est financé aujourd'hui. Depuis 2019, tous les 2 ans, on a plus que doublé les revenus ici du lectorat. L'an dernier, sur 2023, on est sur un peu plus de 30% de nos revenus qui sont issus des dons des lecteurs. Et sur 2025, qui est préparé aujourd'hui, puisque du coup on a des campagnes de dons récurrents qui sont en cours aujourd'hui, on vise 50% de nos revenus issus des dons des lecteurs. Tout ça du coup avec un modèle en accès libre, parce que dans la bataille de l'information, on veut que des infos de qualité touchent le public le plus large possible. Et bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ne connaissent pas Vert le média ? D'accord, bonjour. Moi, j'ai pas à présenter. Non, donc Vert s'est lancé tout début 2020, donc on va fêter nos 5 ans bientôt. Alors c'est marrant parce que je t'avais jamais entendu le dire, mais en fait
notamment pour les raisons que tu as évoquées, qu'on a choisi un modèle indépendant basé sur les dons. Alors, indépendant. Un modèle en accès libre basé sur les dons. On se bat pour que les informations sur le changement climatique soient véhiculées le plus largement possible. Et donc pour nous, il n'était pas question de fermer, de mettre une barrière payante à l'info. Justement, nous, notre combat, c'est que tout le monde soit bien informé. Et ça, on le fait dans les colonnes de verre, donc sur le site web, la newsletter ou les réseaux sociaux. Mais on le fait aussi parce qu'on est en partenariat avec beaucoup de gros médias. On a œuvré avec des organismes de formation à former des journalistes du Parisien, de RFI, de France 24. On fait des collaborations avec Combini, avec La Terre au carré sur France Inter et encore avec d'autres. Et donc l'idée, c'est vraiment que ces informations-là, elles soient accessibles au grand public, elles soient compréhensibles et elles passent par tous les canaux par lesquels elles peuvent passer. Donc nous, on a aussi ce truc-là d'un média qui est très ouvert sur les autres médias. Ensuite, on voulait être 100% indépendant parce qu'il n'était pas question de faire de la publicité pour les entreprises qui peuvent avoir un rôle problématique dans la crise climatique. Et donc, on s'est dit le meilleur modèle, et qui était déjà éprouvé par d'autres médias sur l'écologie avant nous, comme Reporter en France, ou il y a Grist aux États-Unis, c'est le moment où le Guardian faisait sa bascule aussi en passant sur un modèle gratuit et avec don. On s'est dit que c'était le meilleur modèle, ça nous permettait de tout faire à la fois. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ça. Et alors nous, on a lancé le Club de Verre il y a 1 an et demi. Donc les bonnes recettes sont faites pour être copiées de toute façon. Et nous, on lance une newsletter sur l'extrême droite et l'écologie. Donc voilà, avec Street Press, on suit un peu les bons tuyaux. Et donc notre club aujourd'hui, c'est 6000 personnes qui nous soutiennent tous les mois, qui ne sont pas obligées de le faire, parce que tout est en accès libre et gratuit, mais qui se battent comme nous pour un meilleur accès à l'information. Alors, on n'est pas dans la lutte écologiste, on n'est pas des militants écologistes, on a des frontières étanches entre la rédaction, les partis politiques, les entreprises et les ONG. Et nous, on se bat par contre pour ce droit à l'information, le droit de savoir des citoyens sur la crise climatique, un sujet qui les intéresse quand même, qui les concerne en très haut chef. Et donc voilà pourquoi on a choisi ce modèle. Et cette année, on a un budget qui va être on va faire un peu plus de 600 000 € de chiffre d'affaires, avec 85% de dons. Et le reste, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de la formation notamment de confrères et consoeurs sur ces sujets-là. Bonjour, alors je représente aujourd'hui Politis. Alors nous, on est modèle totalement différent puisqu'on est le dinosaure de la table ronde aujourd'hui. On a existé avant Internet. On a été créé en 1988. Et le modèle d'emblée, alors c'était évidemment du papier, hein, on n'était pas bimédia à l'époque, c'était pas possible. Et d'emblée, ça a été un fonctionnement sur abonnement payant et kiosque. Voilà. Donc ça, c'était le modèle économique avec on peut parler un peu, on peut donner des chiffres un peu, ouais. Donc on était une SAS, une société privée, mais avec une gouvernance qui était assez intéressante, c'est-à-dire que l'actionnaire principal était l'association des lecteurs de Politis, à 75% des parts. Ça a évité toute OPA éventuellement agressive, et ça permettait d'assurer l'indépendance capitalistique de la société. Et il y a 2 ans, on a préparé une énorme révolution de gouvernance à Politis. On a décidé de se mettre en phase avec, de toute façon, l'évolution du monde et aussi les valeurs que l'on prône, puisqu'on est un journal de gauche qui défend les droits humains, les minorités, l'écologie, évidemment. Et on a décidé de devenir une coopérative. Voilà, donc on est aujourd'hui, depuis 2 mois, une coopérative SIC, à capital variable, donc on pourra en reparler plus en détail. Donc là, on a ouvert notre capital à qui veut peut devenir sociétaire. Je vous ai amené un exemple des bons de souscription. Voilà, donc ça, c'est un énorme changement. Si vous avez des questions, après, on pourra reparler. Pour vous donner un peu des infos sur notre modèle économique, aujourd'hui, 90% de notre budget arrive par les abonnements. Donc ça reste très, très important. L'abonnement est print et web, quand on prend le full package, mais on peut aussi s'abonner qu'au numérique. Voilà, il y a 2 modèles différents. Là, il fallait écouter la conférence d'avant pour avoir les infos là-dessus. Et on a un tout petit peu de publicité, c'est 1% de nos revenus, mais comme on est super difficile sur les pubs, parce qu'on a un lectorat qui déteste la publicité, on ne fait que de la publicité culturelle ou pour des ONG, donc c'est un tout petit peu de chiffre d'affaires, mais en même temps, ça nous permet aussi de valoriser des structures ou des actions qu'on trouve extrêmement intéressantes. Voilà. Aujourd'hui, on a 2 systèmes de diffusion qui sont donc l'abonnement et avant on avait le kiosque. Aujourd'hui, on s'est quasiment totalement retiré des kiosques. Ça, c'est un gros sujet pour la presse papier. Ça nous coûtait trop cher. On perdait 100 000 € par an quasiment pour pouvoir être présent en kiosque toutes les semaines, puisque
c'est un hebdomadaire. Et on a 2 hors-séries par an. Donc là, je vous ai amené le dernier hors-série qui est là. Vous pourrez venir vous servir. Et ensuite, on a le site web où là, pareil, on a un modèle totalement différent des 2 confrères, puisque nous, on a installé un paywall il y a maintenant 1 an qui s'appelle Pool. C'est une solution technique. C'est un paywall qu'on appelle dynamique. C'est-à-dire qu'il y a une partie des articles qui sont gratuits, qui servent à montrer aussi ce qu'on peut publier pour les personnes qui ne connaissent pas, pour lire des choses gratuitement. Et sinon, tout le reste est en mode payant pour expliquer aux lecteurs qu'on a besoin d'argent, d'être financé. Et ensuite, on a 10% de revenus annuels grâce aux dons. C'est en développement, puisque vous le savez, vous êtes quasiment tous des professionnels de la presse. Le don est un modèle qui s'est énormément développé, le crowdfunding aussi depuis une dizaine d'années. On garde nos abonnés, ils sont super fidèles, on a vraiment un portefeuille très stable, mais on développe grâce aux dons et avec des pipes, des tunnels, enfin des modèles d'acquisition différents. Évidemment, on passe par J'aime l'info, parce qu'on est en online. Mais comme on est aussi print, nous, on peut aussi avoir du don défiscalisé grâce à l'autre association qui est Presse et Pluralisme, mais qui est un autre format et beaucoup plus compliqué. Et grâce notamment à J'aime l'info, on a fortement augmenté nos dons naturels, on va dire, sans faire de campagne particulière. On a des dons qui arrivent, il y a même des personnes qui se mensualisent, qui font des dons mensuels, c'est une forme d'abonnement, mais ils choisissent le montant, donc c'est vraiment très libre. Et ça a vraiment beaucoup augmenté. Pour vous donner un exemple, on est à J'aime l'info depuis 2 ans, et en 2 ans, on a récolté quasiment 200 000 euros grâce à rien que ce système technique, parce que c'est une interface technique de paiement en ligne. Voilà. Après, on a Presse et Pluralisme, où là, ce sont plutôt des donateurs d'ancienne génération. Alors, Presse et Pluralisme, ça passe par la Caisse des dépôts et consignations, et ils envoient plutôt des chèques. Voilà. Et là, on a des donateurs très fidèles. On a une moyenne de dons de 100 euros. De 100 euros, en 2 mots. Voilà, pour vous donner un peu une idée des enveloppes. Donc, on est très content. Le don est un subside vital pour nous. Et c'est une mécanique régulière chez nous. On a un minimum de campagnes de dons par an, puisque Politis est un hebdo qui est constamment sur le fil du rasoir et régulièrement au bord de la disparition. On est une équipe de 24 personnes. On a 10 000 abonnés actuellement. Il faudrait qu'on en ait 12 à 13 000 pour pouvoir être plus à l'aise. Donc le don, c'est vital. Et question sur finalement ce que ça implique dans le rapport à votre communauté. D'abord, comment est-ce qu'on construit une communauté de donateurs? Parce que la dynamique est quand même assez différente de celle de l'abonnement. Les gens qui donnent n'achètent pas un abonnement. C'est un acte plutôt citoyen. Donc comment on convainc les gens de donner, mais sans rien avoir, entre guillemets, en retour, ou seulement une récompense symbolique? Et qu'est-ce que ça implique aussi dans le lien avec les audiences? Qu'est-ce que ça vous demande aussi au quotidien pour développer ce lien, l'entretenir et faire en sorte de toucher de plus en plus de donateurs? Je peux répondre directement parce que nous, effectivement, on a vraiment la double mouvement abonnés payants et donateurs. Alors, on s'est rendu compte, on a fait un peu des stats, merci Excel, que 80% de nos donateurs sont nos abonnés. En fait, ils sont ultra généreux. Et on s'est rendu compte aussi que lorsqu'on a lancé la coopérative, 75% des nouveaux sociétaires sont également des abonnés. Donc on a des personnes aujourd'hui qui sont à la fois abonnés, donateurs et qui sont devenus sociétaires. Je vous avoue qu'ils s'en mêlent les pinceaux. Ils ne savent plus si le sociétariat, ça équivaut à du don, ou le don, c'est des parts, enfin, ils s'en mêlent un peu. Donc on est obligé de faire beaucoup de pédagogie. En plus, on a des systèmes de dons différents, défiscalisés via J'aime l'info ou pas défiscalisés, parce qu'ils peuvent nous faire un don direct. Donc on est obligé de publier régulièrement des choses en leur expliquant, alors attention, pour être défiscalisé, il faut passer par tel endroit. Pour ne pas être défiscalisé, il faut passer par tel endroit. Sur le site internet, on a fait aussi des blocs différents sur la page don. On a bien expliqué le système, et puis on fait aussi par mail, par téléphone. On est obligé d'accompagner beaucoup notre lectorat, qui est un lectorat aussi peut-être différent du vôtre, qui est un lectorat plutôt âgé. Nous, on a un lectorat qui a plus de 60 ans, même si on fait un gros travail depuis plusieurs années pour rajeunir ce lectorat, via notamment le numérique et les réseaux sociaux. Mais voilà un peu la dynamique. Donc c'est pédagogie, expliquer les systèmes, comment est-ce qu'on peut payer, et à chaque fois
Qu'est-ce que ça veut dire un peu administrativement parlant et aussi psychologiquement parlant, émotionnellement parlant, la différence entre un donateur et un sociétaire? Alors oui, créer une communauté, c'est un peu un numéro d'équilibriste. Enfin, ça nécessite vraiment de faire beaucoup de choses différentes à beaucoup de moments différents. Et globalement, les campagnes de dons, en fait, c'est des moments où on fait vraiment de la pédagogie sur ce qu'on est en train de faire. En fait, c'est le moment où, y compris pour nous-mêmes, on se dit en fait, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on essaie de faire en tant que journaliste? Quel message on essaie de faire passer? Quelle est notre vision du journalisme? Et pourquoi c'est important que des gens nous soutiennent pour faire ce journalisme-là? Les campagnes de dons, elles durent plusieurs semaines. Généralement, c'est 3 semaines, un mois. Et en fait, c'est des moments où, jour après jour, mail d'appel aux dons après mail d'appel aux dons, post sur les réseaux après post sur les réseaux, on va réexpliquer tout ça. Et en fait, ça crée un lien assez étroit avec les gens qui ont l'impression de partager un projet. Au reste, bon, je vais y revenir, mais on ne leur parle pas que pendant les campagnes de dons. Mais en tout cas, ces campagnes de dons, si c'est bien fait, c'est vraiment des grands moments de pédagogie, parce qu'en fait, on se rend compte aussi qu'une très grande partie du public ne comprend pas du tout comment fonctionne un journal, n'a aucune espèce d'idée de ce qui fait une bonne information, comment les journalistes choisissent leur sujet, comment ils sont financés, pourquoi c'est OK ou pas OK de se financer de telle ou telle manière. Et en fait, ils adorent quand on les prend pour des gens intelligents et qu'on leur explique ce qu'on est en train de faire. Et par ailleurs, à Vert, on a un ton qui est, si vous nous connaissez, vous avez peut-être déjà vu, je pense, notamment ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, mais on a un ton qui est quand même assez sympa, cool, on essaie d'être drôle. On parle de la fin du monde, mais on essaie de le faire avec le sourire. En fait, on essaye de transmettre toutes les informations qui sont extrêmement compliquées et très stressantes de manière simple et funky. C'est un peu notre mot d'ordre à l'intérieur de la rédaction. Et donc, on essaye un peu dans la tradition de ce qu'a fait le Canard enchaîné depuis plus de 100 ans. C'est des informations qui seraient insupportables si on les disait en tirant la tronche. Et en fait, avec des jeux de mots, en essayant aussi parfois de montrer les vraies bonnes nouvelles, pas le greenwashing, mais des vraies bonnes choses qui se passent, des gens qui s'engagent, des solutions qui sont des vraies bonnes solutions, en fait, on arrive à faire en sorte que les gens continuent de s'informer sur les informations les plus graves, mais ils y reviennent parce que c'est assez agréable, parce que c'est pas trop désagréable, justement. Et donc, en fait, ce média qui a une forte personnalité, en fait, ça ressemble à quelqu'un à qui on pourrait s'identifier aussi. Et on met vachement en avant notre équipe. En fait, contrairement à d'autres médias, on n'a pas une seule figure tutélaire, comme plein de médias historiques, comme Mediapart, comme ce que vous voulez, comme Reporter et d'autres. Au contraire, on essaie de montrer une équipe. Et en fait, les gens, ils ont envie de participer à ce que fait cette équipe pour informer le plus grand nombre. Et donc c'est pour ça qu'on a créé aussi le club. Donc le club, c'est pas juste... alors c'est des gens qui nous soutiennent tous les mois, mais on leur offre des contreparties qui sont plutôt symboliques. Donc ils ont 2-3 petits trucs en avant-première, il y a des choses qu'ils peuvent télécharger un peu avant les autres. Globalement, tout finit par être gratuit pour tout le monde. Et on fait des apéros du club. Donc tous les 3 mois, on fait une soirée qui est réservée que aux membres du club et alors +1 ou +2. Et donc c'est des soirées où on réfléchit avec elle et eux à qu'est-ce qu'ils aiment bien dans le journal, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien voir de nouveau, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer. Donc on se sert aussi de notre communauté comme un outil d'intelligence collective. Et en fait, ils nous font remonter des sujets, des idées. Quand on a des grandes questions, genre est-ce qu'on fait un partenariat avec Combini, sachant que ça appartient à un groupe, à des pétroliers, Perenco, ou pas, et on les a sondés, on leur a expliqué le pour et le contre, et ils ont voté à 85% oui. Et donc nous ensuite, on se dit on est légitime pour faire ce partenariat, et on a des milliers de personnes qui nous soutiendront sur les réseaux sociaux si quelqu'un dit ah bah non, c'est pas cool, vous êtes un média écolo, mais vous faites ça. Parce qu'ils considèrent que en fait, le jeu en vaut la chandelle et il faut le faire. Et donc, et des apéros du club, on reçoit des personnalités intéressantes, cool, qu'on n'entend pas forcément sur l'écologie. Enfin, en tout cas, c'est l'idée, on n'a pas encore fait beaucoup d'apéros. Mais c'est aussi un moment où on peut boire des coups tous ensemble, où on rigole, où on se rencontre. Et ça rend le fait de contribuer à un média beaucoup plus sympa. Et donc, voilà, au printemps dernier, on a eu Thomas VDB et Audrey Vernon. Là, la semaine dernière, on a eu Marine Tondelier. Donc, comme c'est une politique, c'est un peu moins la franche camaraderie. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant. Et on a eu plus de 500 inscrits pour la soirée en 2 mails qu'on a envoyés. Donc, les gens, ils ont envie de ça. Ils ont envie d'avoir accès à ces personnalités. Ils ont envie de contribuer à un projet de premier plan. Et donc, c'est pour ça qu'ils nous soutiennent tous les mois. Et qu'ils nous soutiennent aussi quand on fait des campagnes ponctuelles, comme c'est le cas en ce moment, avec ce projet Chaleurs Actuelles, qui est un grand projet de décryptage et d'enquête sur... oui, Chaleurs Actuelles, on aime bien les jeux de mots. Qui est un grand projet où on a envie de décrypter et d'enquêter sur l'extrême droite, ses climato-sceptiques et ces médias dans lesquels aujourd'hui une partie de l'extrême droite crée un récit complètement parallèle aux faits scientifiques et à la vérité en fait, et essaye de brouiller toutes les cartes pour que ces opinions aient plus de valeur que les faits. Et nous on considère que s'ils arrivent à faire ça, on pourra parler d'écologie tant qu'on veut, on pourra parler des rapports du GIEC tant qu'on veut. S'il y a plus de confiance dans la science, dans les journalistes et dans les interlocuteurs un peu sérieux, en fait ça ne servira plus à rien du tout, quoi. Voilà. Ouais,
J'ai l'impression qu'on est vachement dans une société où l'information nous prend un temps dingue. Et j'ai l'impression que ce soit, nous trois autour de la table, comme beaucoup d'autres titres, on n'est pas vraiment des médias au sens classique du terme, dans la perception. Quand on arrive sur du don ou la participation à un club, au final, on est un peu comme... on a un statut qui ressemble au statut d'une ONG, puisque les gens vont s'identifier à Politis sur les questions sociales, à Vert sur des questions d'engagement écologique, à Street Press sur des questions soit de violence policière, soit d'engagement contre l'extrême droite ou de représentation de la diversité de la société. Et du coup, en fait, on va être une cause, finalement. On va soutenir Street Press par rapport aux causes que le média va porter. Et le rôle d'un média, c'est aussi d'être le porte-voix dans le débat public d'un certain nombre d'interrogations, de préoccupations du lectorat. Un média, ça doit enquêter, faire de l'information, animer le débat public et aussi participer au grand débat public. Donc j'ai un peu l'impression d'être dans cette relation avec les gens qui soutiennent Street Press, avec nos lecteurs, à être un peu une ONG ou un peu un mégaphone, ou je ne sais pas comment le raconter. Mais du coup, dans la logique de don, on va quand même aussi répondre à cette interrogation de pourquoi est-ce que je vais soutenir Street Press comme lectrice ou lecteur. C'est aussi parce que Street Press porte des engagements éditoriaux. Et aujourd'hui, l'engagement éditorial dans une société où l'information est partout, et du matin au réveil où on va être sur un réseau social jusqu'au soir où on va se coucher, on va vivre on va être tiraillé par ces logiques informationnelles. Et du coup, soutenir un média qui va porter un regard, ça va aussi permettre, moi comme lecteur, de me positionner, de donner un sens. Donc entre le WWF et son panda, qui était sympa, cool, simple et funky, et Vert avec Lou et les influenceurs qu'il y a, il y a peut-être un fil qu'on tire où aujourd'hui, en 2024, on va peut-être plus se reconnaître dans Vert que dans une ONG, parce qu'en fait, on voit que tous les débats sur ces sujets-là, ils sont très informationnels et qu'au final, plutôt que de payer une ONG qui va après faire en sorte que les thématiques passent dans les médias pour influencer le débat public, autant directement financer un média qui va faire le taf aussi. Donc j'ai l'impression qu'on se retrouve dans une situation accélérée en fait, où la courroie de transmission la plus efficace quand je suis un lecteur pour avoir un impact, c'est directement de soutenir un média pour qu'il puisse porter mes engagements. Bien rebondir sur ce que tu dis, Joe, parce que nous, c'est exactement ça. On a des personnes qui nous disent écoutez, je m'abonne, mais en fait, je suis surinformée. Souvent, ils sont multi-abonnés. On a fait des enquêtes. Par exemple, pour Politis, on sait que les abonnés à Politis sont en général abonnés également au Monde Diplo et également à Télérama. Après, quand tu parlais des ONG, c'est exactement ça. D'ailleurs, parfois, la ligne éditoriale, c'est difficile de rester dans l'information, qu'on essaie d'être la plus neutre et factuelle possible, et de ne pas être dans une communication, dans un plaidoyer d'association, en fait. La ligne est parfois un peu tendue. Mais en tout cas, nous, nos lecteurs, en termes de financement, ils nous disent parfois, écoutez, je m'abonne, mais en fait, j'arrive plus à tout lire, mais je m'abonne parce que voilà, il faut continuer. Et c'est vraiment les messages qu'ils nous envoient. Pareil pour les dons. C'est pour ça que d'ailleurs ils sont souvent multi-donateurs. Et je vais vous donner juste une petite expérience ratée. C'est pas mal ça. Il y a 4 ans, on travaillait pas mal avec Basta. Je travaillais aussi pour Basta, qui est un média online qui fonctionne sur la lecture responsable, comme on dit. C'est-à-dire qu'on fait un don quand on lit. Et on s'est dit, tiens, on va faire une campagne pour aider, pour financer une enquête. Et on a dit, on va essayer de passer par KissKissBankBank pour essayer de voir un peu au niveau du crowdfunding, vraiment, en tant que tel, comment ça fonctionne, pour sortir un peu de notre communauté, de nos communautés qui sont nos sites et nos réseaux sociaux. Donc on a lancé la campagne, etc. Et en fait, ça a été... Bon, on a eu de l'argent, mais on a beaucoup de nos lecteurs qui nous ont écrit pour dire mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites sur KissKissBankBank? Parce que déjà, ils vous prennent, ils sont très au courant. Ils vont vous prendre un pourcentage. Ah oui, effectivement, c'est 8% de l'argent qui rentre. Je dis mais on ne va pas donner... Non, mais attendez, prenez le chèque, vous l'encaissez en direct, on vous l'envoie à la rédaction pour ne pas passer par KissKiss. Vous voyez, ils font très attention où vont les sous. Donc on a eu de l'argent et en fait après on s'est rendu compte que les contreparties qu'on avait proposées, puisque là le crowdfunding il y a de la contrepartie, ce qui n'est pas le cas du don libre, nous avait coûté extrêmement cher. Et entre le temps passé, l'envoi des contreparties, la gestion des allers-retours avec les personnes qui n'étaient pas contentes, finalement le bilan on l'a trouvé plutôt négatif
Et on a réintégré nos campagnes sur nos supports et on a laissé tomber le crowdfunding via des plateformes dédiées. Voilà, petit exemple. Dernière question avant de passer justement aux questions de l'auditoire. En quelques mots, quelles sont vos meilleures bonnes pratiques, les conseils que vous aimeriez donner à des éditeurs ou des éditrices qui aimeraient se lancer dans le financement par des contributions volontaires? Quelles sont vos meilleures astuces, je ne sais pas, éditoriales, de communication, dans la manière de s'adresser au lectorat pour justement que ça marche et construire des communautés qui sont susceptibles de donner? Jo, si tu veux commencer. Ouais, je pense que déjà il y a deux chemins. Il y a soit c'est le financement par le don, c'est une action ponctuelle. Et dans ce cas-là, faut y aller avec beaucoup de sincérité et dire ce qu'on a à dire à notre communauté. Soit c'est une construction de modèle économique. Et dans ce cas-là, il va falloir aussi monter en place un certain nombre d'outils. Si c'est parce que le média va avoir un souci de santé à un moment donné, ben on va expliquer au lecteur le souci de santé en transparence, les enjeux, la survie du modèle. Et puis ça sera une campagne. Voilà. Si c'est le modèle économique du média, ça veut dire qu'il va falloir maîtriser les outils techniques. Typiquement, Carole évoquait les deux outils possibles. Avec Anne-Claire, du coup, on bosse avec J'aime l'info et Dannerbox, qui est un outil qui a des API, qui a des points forts, des points faibles, mais qui est technique et qu'il faut du coup maîtriser et s'approprier, ça prend du temps. Il y a aussi un fichier donateur qui a une valeur, dans le secteur de l'abonnement, vous le connaissez bien, mais voilà, c'est aussi une maîtrise de ces outils-là et de vos contacts, de votre communauté. Donc c'est beaucoup de choses à construire, c'est du marketing évidemment. Nous, on n'était que des journalistes dans l'équipe et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gens au marketing, ce qui permet aussi de travailler de manière plus carrée. Ça, c'est pour poser les choses. C'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts. On lance pas un appel aux dons comme on sort son chapeau à la fin d'un concert si on est un artiste. Donc ça, c'est pour la grande photo. Après, je pense qu'il y a des règles. Les messages doivent passer. Une des astuces il y a deux astuces pour moi, il y a deux logiques pour passer les messages. Le premier, il y en a trois. C'est la transparence. Pour Street Press, on fait depuis 2019 un rapport d'impact où on explique à quoi l'argent en fait a servi, mais aussi comment il est utilisé, qui sont les actionnaires du média, est-ce qu'il y a des dividendes? Non, il n'y en a pas, malheureusement ou pas. Donc on va expliquer nos finances, nos actions, nos impacts. La transparence est super important. Ensuite, c'est l'humain, voir en fait à qui ça va bénéficier, qui sont les journalistes, les présenter, qui prennent la parole, qui envoient des newsletters à leur nom. Et la troisième solution, c'est marquer l'urgence. Là, je regarde Jacques, qui a porté pendant des années Médiacité. Si vous allez sur Médiacité aujourd'hui, il y a un énorme encadré rouge qui dit médias en sursis ou médias en danger. Si vous n'avez pas, d'une certaine manière, cet encadré rouge, quelle que soit sa couleur, mais sa forme, c'est qu'il doit prendre beaucoup de place dans la tête de vos lecteurs. Si vous ne marquez pas l'urgence à un moment donné, les gens ne vont pas comprendre que c'est le moment. Et que si ce n'est pas maintenant, ça sera trop tard et que vous n'aurez pas bouclé votre budget prévu dans l'année. Donc c'est vraiment pour moi ces trois clés-là, marquer l'urgence, la transparence et montrer les humains qui travaillent dans la rédaction. Ouais, il y a un truc qui est super important, c'est que alors ça dépend de la taille de votre média, je ne sais pas qui veut se lancer là dans le financement par les dons, mais en fait il y a un gros problème avec beaucoup de journalistes, c'est qu'on ne veut pas faire de marketing parce que c'est sale, et donc nous on va juste faire du bon journalisme et les gens ils vont juste nous donner de l'argent parce qu'on est des bons journalistes. En fait, si votre boulangerie elle fait le meilleur pain mais qu'elle est dans une impasse et qu'il n'y a pas de lumière et que personne ne tombe dessus, vous ferez le meilleur pain dans votre coin, quoi. Et en fait, il faut accepter en tant que journaliste, surtout si vous dirigez l'entreprise de presse, de créer un vrai discours, de créer un vrai message. Et en fait, c'est pas sale, c'est juste aussi une des manières de raconter ce que vous faites. Et donc, il faut, pour moi, se creuser un peu plus la tête que juste de dire on fait du journalisme indépendant qui va faire de l'impact avec des enquêtes, point. Ça, c'est la recette de 90% des campagnes de crowdfunding aujourd'hui dans la presse indépendante. Et franchement, c'est un peu paresseux. Alors, c'est un vrai savoir-faire. Tout le monde ne peut pas s'improviser chef marketing et avoir des méga idées. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de structures qui accompagnent. Je pense à Mediane notamment, qui sont des super copains et qui aident beaucoup de médias indépendants à faire ça. Il faut se creuser un peu plus la tête et trouver des messages un peu plus forts.
Et il y a un autre truc, alors je fais le contre-exemple autour de cette table, y compris en prenant Jacques. Pour moi, sauf si vous êtes vraiment à l'article de la mort, maniez le truc, on va mourir sinon si vous ne donnez pas d'argent, pour moi c'est le pire truc à faire. Parce qu'en fait, vous donnez l'impression que votre média il est faible, s'il ne l'est pas vraiment. Alors encore une fois, quand vous êtes vraiment dans la merde, c'est vraiment en fait pour moi c'est le cheat code, quoi. C'est le truc, les gens ils vont vous donner un maximum d'argent, mais plus vous allez faire ça, plus vous allez créer un sentiment d'érosion aussi vis-à-vis de votre public. Et moi, j'ai jamais voulu utiliser cet argument, mais ça m'a toujours été formellement interdit par ma cofondatrice Juliette, qui m'a dit, même quand on avait une trésor proche de zéro et tout machin, elle dit non, on fait pas ça. On incarne un message positif, on va bien, les gens ne nous soutiennent pas parce que sinon on va mourir, mais parce qu'on va faire des trucs de ouf grâce à eux. Et en fait, je pense qu'elle avait carrément raison. Et donc, voilà, même si un jour on a des trous de trésor, vous ne verrez presque jamais dire ça. Voilà. Après, si Valeurs Actuelles et Pascal Pro nous attaquent en justice à cause de notre campagne et que ça nous met vraiment dans la difficulté, on dira qu'on va mourir, mais à cause de Pascal Pro. En tout cas, si on n'est pas obligé de le faire, on fera vraiment ça en dernier recours, quoi. Oui, alors moi, effectivement, bon, évidemment, je plus sois. Mais alors oui, effectivement, campagne de dons, il faut toujours, là, tu parlais de la transparence, mais c'est donner un objectif. Nous, quand on fait des campagnes de projets. On dit, ben voilà, on a tel projet, grâce à vous, on va pouvoir le faire. C'est ce qu'on a fait pour lancer notre appli, et on a donné le budget. C'est ce qu'on a fait pour lancer une nouvelle rubrique du site web, on a donné un budget. Donc après, c'est des campagnes où on annonce 100 000 euros de budget ou 30 000 euros de budget. Bon voilà, au moins, c'est clair pour tout le monde. Et on prévient au fur et à mesure de la campagne, on dit où on en est, on est totalement transparent, si on a atteint l'objectif ou pas. Voilà. Après la question de l'impact, je sais que là je vais parler du côté des journalistes. Il y a une vraie acculturation à mener auprès des journalistes, malheureusement, mais à la communication, c'est-à-dire à se vendre. Parce qu'effectivement, le don, il n'arrive pas tout seul. Ça demande beaucoup de temps. Et souvent, les journalistes nous disent « Non, mais c'est bon, vous prenez le compte officiel de Politis et puis vous publiez, quoi ». Et en fait, on se rend compte que pas du tout. Quand il y a une enquête, notamment, par exemple, cette enquête-là qui a été beaucoup reprise, l'enquête sur Darmon, qui a été réalisée notamment par Hugo Boursier, on sait très bien que si Hugo poste sur son propre compte, son LinkedIn, alors je pense que beaucoup suivent déjà le LinkedIn de Lou, qui est absolument génial, allez-y. Mais quand le journaliste poste lui-même son article, son enquête, ou éventuellement de dire, bah voilà, la campagne de don, elle va servir à mon travail notamment, c'est beaucoup plus impactant que le compte officiel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, les journalistes, ils ont du mal avec ça, je le comprends totalement, parce que la frontière, le marketing, c'est très pénible pour eux, mais malheureusement, il faut un peu en passer par là. Et après, il y a une question de média planning. C'est que, comme je vous l'ai dit, nous, par exemple, nos donateurs, ils sont multi-casquettes. Ils sont déjà abonnés, ils sont devenus sociétaires, ils ont déjà fait des dons peut-être parfois 2 ou 3 fois déjà dans l'année. Et le problème, c'est qu'on leur envoie des newsletters. Et au bout d'un moment, ils saturent. Parce qu'ils disent, attendez, vous nous faites une campagne d'abonnement. Oui, bon, ok, une super promo. Mais... Et puis là, vous nous avez fait une campagne de dons en juin. Et puis là, vous nous refaites une campagne. Et puis alors maintenant, vous lancez la coopérative. Donc là, c'est un travail très très fin vraiment de marketing pour avoir des messages qui vont aux bonnes personnes. Et là, le nerf de la guerre, c'est la base de données. Tu en parlais, Joe. Et c'est d'avoir des bons outils. Si vous n'avez pas un bon CRM, franchement, c'est même pas la peine. Nous, on a eu un petit cafouillage la semaine dernière, justement, avec la campagne. On a envoyé un mail à trop de gens, en fait. On n'a pas fait assez le tri. Et les gens ont râlé. On dit, non, mais attendez, là, on en est à 3 mails dans la semaine, on n'en peut plus. Voilà. Donc ça, il faut bien mesurer les messages au bon moment et à la bonne cible. C'est-à-dire arriver à diviser votre cible en mots-clés, enfin en listes. Enfin, après, je ne sais pas, est-ce que vous utilisez Brevo, Mailchimp, ou si vous avez des CRM dédiés. Voilà. Nous, on a un problème, c'est qu'on a notre base, elle est éclatée actuellement entre notre logiciel de gestion d'abonnés qui est chez Ediis. C'est un gros logiciel qui s'appelle Magellan, c'est une très grosse machine d'abonnement. Entre nos newsletters, notre base newsletter qui est dans Brevo, et notre base boutique aussi de dons qui est en partie sur notre boutique en ligne, plus les contacts qui arrivent via J'aime l'info, plus les contacts qui arrivent via Presse et Pluralisme. Donc en fait, après, on est obligé de concaténer tout ça. Ça prend du temps, c'est du boulot. Alors, merci Carole et Lou et Joe pour ces éléments. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je ne sais pas si on peut en prendre 2-3. Ouais. Une
Une question qui s'adresse peut-être plus à Vert et Street Press, et peut-être même un peu plus à Street Press. Je comprends très bien le fait de ne pas vouloir mettre de barrières payantes sur vos articles, parce que vous voulez que les gens puissent lire sans sortir une carte bleue. Et je comprends très bien les raisons. Est-ce que vous avez déjà envisagé de mettre une barrière, mais qui ne serait pas payante, du type demander aux gens de se créer un compte pour adhérer au club, ainsi de suite. Peut-être qu'effectivement, il y aura moins de gens qui liraient jusqu'au bout, il y aurait plein de gens qui partiraient quand ils verraient cette barrière, mais ça permettrait de continuer de dire qu'on peut lire gratuitement, et puis en plus, ça peut grandement faciliter vos campagnes de dons, parce que vous allez avoir beaucoup plus de coordonnées de personnes. Voilà, est-ce que vous y avez déjà pensé? Et si ce n'est pas le cas et que ça vous intéresse, en tout cas, moi, en tant que freelance, je peux vous aider à faire ça. Alors la réponse est oui, on fait ça pendant les campagnes. Donc là, c'est en cours, par exemple. Donc là, quand vous arrivez sur un article, vous êtes invité à faire un don ou à donner votre mail pour pouvoir lire l'article, grosso modo. Alors si tu peux, mais il faut vraiment dire que tu es fauché et que tu donneras peut-être l'année prochaine et que du coup tu peux lire l'article, mais les gens laissent leur mail. Du coup. Bon, ce que vous savez peut-être pas, c'est que c'est Frédéric Desgilles, c'est le plus grand spécialiste français du data wall. Bah oui, Fred, moi, je suis carrément d'accord, on n'a pas de responsable marketing et c'est un poste qu'on va ouvrir bientôt, donc voilà, clairement c'est un besoin qu'on a et on n'a juste pas le time de faire ça aujourd'hui. Oui, nous, on a choisi le pool, c'est un budget. Donc c'est un paywall dynamique qui nous permet de faire tous ces petits réglages avec seulement demander un email, permettre d'offrir des articles à d'autres personnes pour faire circuler une sorte de prise en main comme on parlait avant pour le papier mais numérique. Voilà. Mais c'est un coût. Donc quand on est un média qui débute, faut le budgéter. Ou alors il faut avoir effectivement un dev en interne qui va bidouiller tout ça. Donc effectivement c'est aussi potentiellement un salaire. Parce que en fait, l'installation, si vous pouvez faire appel à un freelance au début pour installer, après, il faut quand même faire la gestion, les mises à jour, etc. Voilà, c'est compliqué. C'est quoi les ordres de grandeur de budget? Alors, est-ce que tu conseillerais cet outil? Enfin, je ne sais pas si je dévoile, je ne sais pas si Pool nous autorise. On a dit qu'on pouvait dire les chiffres, hein. Anne-Claire et Hélène. Ouais, mais je vais me faire attaquer. Mon contrat va être dénoncé par Pool. Bon, en gros, c'est par mois, c'est entre 500 et 1000 euros. Suivant les options que vous prenez, parce qu'après, vous pouvez rentrer dans des systèmes vraiment extrêmement fins. Là, on rentre vraiment dans le marketing violent. Nous, on fait très attention, parce qu'on est quand même un journal anticapitaliste à la base, hein, on est quand même cofondateur d'Attec, donc on fait quand même attention à tout ça. Et d'ailleurs, des lecteurs nous le reprochaient, ouais, il faut qu'on donne nos datas, ils sont pas idiots. Hein. Vous nous demandez un mail, franchement, c'est nul, on déteste ça. Bon. On leur dit, il faut vivre les gars, voilà, on a besoin d'argent. Bon. Et la data, c'est de l'argent. Mais voilà, c'est entre 500 et 1000 euros par mois, c'est quand même pas anodin. Et tu conseillerais l'outil aux éditeurs? J'ai plein de questions dessus tous les jours. Donc Alors, je conseille l'outil si vous avez quelqu'un en interne qui va. Nous, on a un responsable marketing qui vient d'arriver, qui est génial, c'est un geek. Il a pris en main l'outil. Moi, je ne suis pas une milléniale, je ne suis pas une native du numérique. Moi, j'arrive sur Pool, franchement, ça me déprime. Mais notre nouveau responsable marketing, il a 23 ans et il est là, tac, 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 il s'éclate. Mais c'est du travail parce qu'il faut tout programmer, il faut prévoir les bandeaux, les messages, les automations. Franchement, c'est du taf. Donc, il faut avoir les forces en interne pour gérer ça. Si vous avez des forces en interne, franchement, c'est super. Autre question, je pense qu'on va réussir à prendre des petites questions brèves. Et amis intervenants, si vous pouviez être synthétique. Merci. Je suis Marie Jamet, je suis une data journaliste, data analyst, ex-Euronews. C'est pour poursuivre la conversation, je me demandais en termes de... En fait, les métiers dans vos médias, pour gérer ça, donc, vous avez parlé un peu d'un directeur marketing, donc ça représente combien de personnes et ça représente quoi pour les gens dont ce n'est pas le métier, les journalistes, quelle part de leur activité est consacrée à ça? Merci.
En 2 mots, chez nous, c'est moi le responsable marketing depuis 5 ans. Donc 2 mois par an, je mets ma casquette de Jean-Michel, directeur marketing, en plus de rédacteur en chef. Donc je me fais des doubles semaines. Donc là, vous voyez pas ma tronche parce que je me suis un peu maquillé, mais genre c'est une sale mine. Mais voilà, en gros, c'est clair que c'est un truc qui est extrêmement chronophage. Et chez nous, en fait, il n'y a personne qui sait vraiment s'occuper de ça. Et donc voilà, mais par contre, maintenant, on a une responsable sur les réseaux sociaux qui va plus faire des posts pendant les campagnes. On a Gaëtan Gabriel, notre influenceur en chef, qui fait des vidéos marrantes sur la campagne et tout. Donc en fait, on est plusieurs à faire chacun des petits bouts du truc. Mais la partie strictement marketing, pour l'instant, c'est un 8e temps chez moi, quoi. Ouais, c'est un vortex sans fond, hein, le marketing. Sachant que c'est un tandem avec la com, comme tu disais, parce qu'il y a les réseaux sociaux. Donc le responsable marketing, enfin la personne qui s'occupe de ça, doit être vraiment en étroite relation avec le communicant de l'équipe. Ça peut être un plein temps. Et nous, en plus, on a la question de la spécificité de l'abonnement papier, l'abonnement print, avec les routages, toute cette technique de l'abonnement papier. Ce qui fait que, pardon, nous, le pôle développement, il a été créé il y a 4 ans seulement à Politis. Avant, c'était un peu de la débrouille. Donc, il y a eu une grosse révolution numérique qui a été menée. Et actuellement, on est 4. Voilà. Sur une équipe de 20, 22 personnes, et on a 14 journalistes. Mais clairement, on a toujours l'impression que ce n'est pas suffisant. On fait des très grosses semaines. Jo, tu veux ajouter quelque chose ou... Une dernière question avant qu'on lève la séance. Bonjour Jérôme, c'était le même sujet. C'était quelles ressources vous attribuez à la création et l'animation de vos clubs de lecteurs, de donateurs, etc. Mais vous venez d'y répondre, vous bossez plus, quoi. Pour être précis sur Street Press, on va avoir du coup une personne dont le métier et le rôle est d'animer le club. Y a des membres, il faut qu'il se passe des choses, il y a une programmation, il y a des interactions. Ça permet aussi que les journalistes ne soient pas trop impactés par l'animation du club. Il y a un responsable marketing dont le boulot est d'être dans les chiffres et d'orchestrer en fait les campagnes. Et après, vous allez avoir 2 autres clés. Du coup, 2 personnes dans la direction qui vont animer les campagnes, être vraiment moteur sur ça et de l'orchestration pendant le temps. Et je crois que la clé, c'est aussi tout au long de l'année, bien expliquer à l'équipe et travailler avec l'équipe sur ce qu'on va proposer dans les campagnes de fin d'année ou dans les offres du club pour que, en fait, quand la campagne sorte, toute l'équipe soit impliquée dans ce qui est présenté et que ce ne soit pas un projet qui sort d'un service ou d'un bureau. C'est vraiment le projet du média. Et j'ai toujours pensé que les journalistes devaient faire du journalisme, mais qu'un journal, ce n'était pas un produit comme un autre qui devait être vendu par des responsables marketing. Non, c'est le journal des journalistes. Donc les journalistes le portent aussi. Moi, j'attends qu'ils continuent à faire un boulot de journaliste. Mais c'est notre journal à tous. Et du coup, on doit tous le défendre à un moment donné, chacun avec le temps qui nous a imparti là-dessus. Mais je crois qu'une campagne de financement avec la communauté ne fonctionne que si elle est vraiment portée par les journalistes du média. Sinon, ça sent, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de dynamique. Et il faut qu'il y ait une énergie, sinon en fait, la campagne ne marchera pas. Tu demandais des bonnes pratiques. On sait que votre budget global annuel, pour avoir des bonnes pratiques, c'est la communication, il faut consacrer à peu près 10% de votre budget annuel. Si vous n'investissez pas, vous ne faites pas rentrer des donateurs, des abonnés, etc., ou des lecteurs. Et si vous rajoutez à ça le marketing en tant que tel, plus aujourd'hui, maintenant, les prix des licences, des logiciels, tout ça monte assez vite, vous pouvez monter à 30-40% de votre budget annuel. Donc, c'est pas anodin. Plus de questions. Voilà, on a déjà dépassé notre temps. Merci à toutes et à tous.